Dans le petit quartier poussiéreux de Djaba vivait Mariama, une veuve depuis 4 ans, douce, discrète et pauvre. Depuis la mort de son mari, elle survivait en lavant le linge des familles aisées du voisinage, ses mains creusées passant leur journée dans l'eau froide à frotter les tissus jusqu'à en blanchir les phalanges. Leia, sa fille unique de 24 ans, belle et ambitieuse, rêvait d'un avenir bien au-delà des toits en tôle de Djaba, mais la honte d'une vie modeste la rongeait, honte de la maison délabrée, des pagnes usées de sa mère, de l'odeur de savon bon marché qui collait à leur quotidien. Chaque matin, Mariama se levait avant l'aube pour laver, rincer et étendre le linge, le dos courbé mais le cœur rempli d'amour en espérant offrir à sa fille un avenir meilleur. Pourtant Leia aspirait à une existence luxueuse, faite de maisons carrelées, de vêtements de marque, de parfums importés et d'un téléphone dernier cri comme ceux des influenceuses qu'elle suivait en secret. Un midi brûlant, alors qu'elle marchait vers l'université avec ses amis, une silhouette connue apparut, celle de Mariama, avançant péniblement avec un panier en acier sur la tête contenant un plat de riz et de poissons séchés préparés avant le lever du soleil. En la voyant, les amis de Leia éclatèrent de rire, se moquant du pagne fané et des sandales usées de la mer. Humiliée, brûlant de honte sous les regards cruels, Leia détourna les yeux et s'éloigna sans un mot, laissant Mariama figée avec son panier et un sourire qui s'éteignait. La mère posa plus tard le repas sur un banc, les mains tremblantes, puis reprit le chemin poussiéreux du retour, le cœur lourd, les larmes coulant sur son visage tanné par le soleil. Le soir, elle pria dans leur modeste maison, demandant à Dieu de protéger sa fille et de lui ouvrir les yeux. Pendant ce temps, Leia errait près du campus, fascinée par les vitrines de luxe et rêvant d'une vie loin de la misère, rejouant dans sa tête les moqueries de l'après-midi et nourrissant une rage profonde contre sa condition. Les jours suivants, elle rentra de plus en plus tard, prétextant des cours alors qu'elle passait son temps à fantasmer une autre version d'elle-même tandis que Mariama continuait ses lessives, plus voûtée et silencieuse qu'avant. Le plat de riz offert ce jour-là, oublié sur une étagère, finit par pourrir, Mariama le jeta un matin, comme si elle jetait un fragment d'amour refusé. De son côté, Leia se plongeait dans des vidéos et des livres promettant des ascensions rapides, cherchant désespérément un moyen d'échapper à la vie qu'elle détestait. La douleur que Leila portait en elle, autrefois semblable à une blessure pleine de remords, s'était transformée en une détermination glacée, la pauvreté était devenue son ennemie, et peu à peu, Mariama en était devenue l'incarnation. Une nuit où la lune dominait le ciel et éclairait faiblement les ruelles boueuses de Djaba, Leila rentrait d'une petite fête entre camarades. On y avait rêvé de villas au bord de la mer, de bijoux étincelants sous les flashs, de voyages à Dubaï ou Paris, on avait ri fort, bu de l'alcool bon marché dans des gobelets en plastique, pris des selfies qu'on posterait avec des légendes mensongères. L'ivresse était légère, mais la haine de sa propre vie, elle, bien réelle. Ses sandales claquaient contre le sol en évitant les flaques qui reflétaient les étoiles, la ville dormait, seuls les chiens errants et les grenouilles des caniveaux restaient éveillés. Pour aller plus vite, elle décida de traverser le vieux cimetière de Koliba, réputé pour ses tombes abandonnées, celles de gens morts sans prière ni famille, où la végétation sauvage et les croix inclinées formaient un décor que même le vent semblait contourner. Ce soir-là pourtant, une présence l'obligea à ralentir. Un homme était assis sur une pierre tombale, grand, drapé dans un manteau noir qui avalait la lumière de la lune, le visage à moitié caché par un large chapeau, seuls ses yeux brillants visibles dans l'ombre. Il tenait un bâton noueux, comme une branche morte, et l'air autour de lui était étrangement froid. « Je t'attendais », souffla-t-il. Saisie d'effroi, Leila recula en cherchant des yeux une issue, mais il n'y avait que la lune et les tombes. L'homme la fixa comme s'il lisait en elle, sa honte envers Mariama, sa rage contre la misère, sa soif d'une vie luxueuse, et même cette phrase qu'elle avait murmurée en secret. « Tu veux devenir riche, même si tu dois tout donner en échange, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit pas, mais son regard parla pour elle. Lorsqu'elle demanda comment il pouvait savoir cela, il sourit doucement et affirma que les âmes comme la sienne brillaient dans l'obscurité et l'appelaient. Le vent se leva, secouant le cimetière, tandis qu'une étrange chaleur montait en elle, une fièvre d'attente. « Et si je disais oui ? Qu'offririez-vous ? demanda-t-elle. L'homme se présenta sous le nom de Maître Kofi et affirma pouvoir ouvrir devant elle les portes de l'abondance, argent, puissance, gloire, mais qu'un tel destin se payait en sang, celui d'un proche, d'un être qu'il aimait sincèrement. Les mots la frappèrent violemment. Elle pensa d'abord à des inconnus, puis malgré elle, l'image de Mariama s'imposa, penchée sur une bassine,
portant son panier de riz, ou priant devant la croix. Une voix intérieure protesta, une autre, plus dure, murmura que c'était elle qui la retenait dans la misère. La honte monta, j'ai honte d'elle, honte d'être sa fille, avoua-t-elle. Maître Kofi déclara alors que son chemin vers la richesse venait de s'ouvrir et l'invita à le suivre dans les ombres. Koliba engloutit leur silhouette. Dans une clairière oubliée, entourée de tombes anonymes, il traça un cercle au sol et sortit une fiole contenant un liquide sombre à l'odeur métallique. « Ce n'est pas une simple boisson, expliqua-t-il, mais un lien entre ta volonté et les forces qui dorment sous cette terre. » Quand elle demanda si elle pouvait refuser, il rit, son choix était déjà fait. Elle but une gorgée, le liquide brûlant sa gorge comme un mélange de feu et de sang. « À l'aube, dit-il, tu devras rapporter un fragment vivant, un cheveu, un ongle, peu importe. Ce sera la clé. » Le pacte était scellé. En retournant vers Njaba, Léla marchait vite, le cœur affolé, tenant dans sa main le petit couteau noir que Maître Kofi lui avait donné. Devant la maison en tôle, elle s'arrêta, une lampe à huile brûlait encore. Elle entra doucement. Mariama dormait, paisible, une mèche grisonnante échappée de son foulard. Léla s'agenouilla, tremblante, une larme glissant sur sa joue. Les souvenirs doux affluèrent, les chansons contre la peur, les repas partagés, les caresses du front malade, puis les moqueries du campus écrasèrent tout. « C'est pour nous deux, pensa T.L. Dans un geste vif, la lame coupa la mèche de cheveux qui dépassait. Léla inspira profondément lorsque la mèche de cheveux tomba dans sa paume. Le cœur battant, elle se redressa et s'enfuit dans la nuit sans oser regarder une dernière fois le visage de sa mère endormie. À Koliba, Maître Kofi l'attendait, immobile. Sans un mot, elle lui remit la mèche qu'il déposa dans une calebasse noircie avant de psalmodier dans une langue rauque. La poudre au fond du récipient s'enflamma soudain en une lueur bleutée sans chaleur, et la terre vibra sous les pieds de Léla. Le sang s'est exprimé, le pacte est conclu, déclara-t-il. Au matin, la ville se réveilla comme si rien n'avait changé, les enfants couraient vers l'école, les vendeuses disposaient leurs marchandises, les coqs se chamaillaient. Mais Mariama, en voulant se lever, fut frappée d'une douleur fulgurante aux jambes et s'effondra au sol. « Que m'arrive-t-il » gémit-elle. Léla accourut, encore engourdie de sommeil, et découvrit sa mère tremblante, incapable de bouger. « Je ne sens plus mes jambes, aide-moi » supplia Mariama. Mais une froideur étrange traversa Léla, nourrie par les rêves de richesse qui avaient envahi sa nuit. Au lieu de l'aider, elle recula, murmurant d'une voix sèche, « Je ne suis pas ton infirmière. Ta misère m'a trop retenue. » Les larmes coulèrent du visage de Mariama, mais Léla prit son sac et quitta la maison. La journée suivante sembla être la première récompense du pacte. Un oncle disparu depuis longtemps envoya soudain de l'argent pour ses études, une amie lui trouva un travail bien payé dans un café chic, et on l'invita à une soirée influente. L'argent commença à affluer, elle acheta des vêtements neufs et profita de la vie nocturne. À l'aube, en rentrant, elle trouva la porte entr'ouverte. À l'intérieur, Mariama gisait immobile, les yeux ouverts vers le plafond, la paralysie avait emporté son cœur. Léla ressentit un bref serrement, vite effacé par une pensée glaciale, enfin libre. Elle ferma les yeux de sa mère, appela les voisins et joua le rôle de l'orpheline éplorée. Le jour de l'enterrement, un ciel sombre accompagna la procession. Léla, vêtue d'une robe rouge éclatante, s'avança avec un pot rempli de pièces issues de ses premiers gains occultes et déclara devant tous, « Aujourd'hui, nous enterrons ma mère. Elle m'a donné la vie, et la pauvreté. Je me suis libérée. » L'assemblée fut horrifiée, et le vent se leva brusquement comme si la terre protestait. Les mois qui suivirent furent marqués par une ascension fulgurante. Grâce à une rencontre fortuite, elle obtint un stage bien payé, lança ensuite sa marque de vêtements en wax modernisé, devint une figure admirée et emménagea dans un appartement moderne. Sur les réseaux, on louait sa réussite sans connaître le prix réel. Mais la nuit, les ombres revinrent, bruits étouffés dans le couloir, patronnant, grattement sous le sol. Un soir, en essuyant la buée du miroir, une silhouette apparut près de son reflet, le visage de Mariama, creusé et accusateur. « Et tu m'as vendu, ma fille. Tu as échangé mon souffle contre ton or. » Léla hurla, lança un flacon qui brisa le miroir, mais dans chaque éclat,
les yeux de sa mère continuaient de la fixer. Dès lors, ses nuits devinrent un supplice, parfois rythmées par une paralysie glaçante et la sensation d'un poids au bout de son lit. À chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, elle voyait sa mère assise devant elle, immobile, son pagne encore sali par la terre rouge, les mains tendues dans sa direction. Certaines nuits, elle rêvait qu'elle redevenait enfant, courant sous la pluie avec insouciance. Mais soudain, l'eau se transformait en sang, et la voix de Mariama murmurait inlassablement. Le sang que tu renies finit toujours par réclamer justice. Dans l'espoir d'échapper à ces visions, elle consulta Marabout, prêtre et guérisseur. Elle dépensa des fortunes en amulettes, brûla des encens, récita des prières qu'elle ne connaissait même pas. Mais rien n'arrêta les apparitions. Le visage de Mariama revenait sans cesse. Même au milieu d'une réunion importante, elle croyait entendre un léger frottement au sol, ou sentir l'odeur d'une terre humide envahir la pièce climatisée. Une nuit d'orage, à bout de nerfs, elle décida de retourner à Koliba. La pluie tombait avec violence. Les éclairs illuminaient les tombes comme pour les réveiller. Trempée, les cheveux collés au visage, Leia se mit à hurler dans le cimetière. « Maître Kofi! Sors de là! Elle me poursuit! Je peux payer plus, mais fais-la disparaître! » Le tonnerre engloutit sa voix. Pourtant, un rire lointain glissa entre les pierres, porté par le vent. « Tu as semé, Leia. Il est temps de payer ce qui reste, » répondit la voix du maître, sans qu'elle ne voie d'où elle venait. Soudain, le sol vibra sous ses pieds. Devant la tombe de Mariama, la terre se fissura comme une croûte sèche qui craque. Une main en sortit, couverte de boue, les ongles brisés, mais terriblement familière. La main de celle qui avait lavé les bassines, préparé les repas, essuyé ses larmes. « Non, maman » cria Leia, tentant de reculer, mais ses jambes restèrent immobiles. La main agrippa sa cheville avec une force glacée. La boue commença à l'engloutir, d'abord jusqu'aux chevilles, puis aux genoux. Le visage de Mariama apparut lentement, émergeant de la terre comme un reproche vivant. Ses yeux, remplis d'une tristesse infinie, se posèrent sur elle. « Tu m'as appelé toi-même ? Tu as lié notre sang à la terre. Viens, ma fille. Rejoins-moi. » La pluie martelait le sol, les éclairs déchiraient le ciel. Leia se débattait, hurlait, promettait d'abandonner tout l'argent, de réparer ses fautes, de construire des puits, d'aider les pauvres. Mais ses mots se perdaient dans le vent. La terre, elle, ne marchande pas. Elle réclame ce qui lui revient. Peu à peu, Leia disparut dans la fente. Ses mains furent les dernières à émerger, agitant de vains appels à l'aide, puis elles s'évanouirent à leur tour. La terre se referma, lisse, comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin, les habitants de Njaba remarquèrent un changement étrange à Koliba. Une tombe supplémentaire était apparue juste à côté de celle de Mariama. La terre y était fraîche, sans aucune trace de pelle. Sur une pierre posée grossièrement, des lettres rouges formaient une phrase. Elle a vendu le ventre qu'il a porté. À présent, la terre la garde. Les anciens échangèrent de longs regards silencieux. On raconte encore aujourd'hui qu'à la saison des pluies, deux voix se mêlent au vent. L'une implore le pardon, l'autre murmure un amour brisé. Jabba continue de vivre, de rire et de pleurer. Mais les mères du quartier répètent à leurs enfants. On peut acheter le monde avec le mal, mais jamais le pardon de celle qui t'a porté. Et le sang trahi finit toujours par réclamer justice. Les semaines passèrent, et Njaba reprit son rythme habituel. Les marchés bruissaient, les femmes pilaient le mil en chantant, les enfants couraient après des pneus grinçants. Pourtant, un voile étrange semblait flotter sur le quartier depuis l'apparition de la tombe mystérieuse. Chaque soir, quand le soleil glissait derrière les collines rouges, un frisson parcourait l'air. Les anciens, assis sous le grand manguier, murmuraient que la terre n'avait pas seulement pris Leia, elle avait été réveillée. Un matin, la vendeuse de beignets, Aïcha, traversant Koliba, crut voir une silhouette assise près de la tombe fraîche. Elle plissa les yeux, c'était une jeune femme, tête baissée, vêtue d'un pagne froissé. « Leia ?» Quand Aïcha s'approcha, la silhouette leva la tête. Ses yeux étaient deux trous d'ombre, et sa voix, un souffle déchiré. « Dis à ma mère que je suis là, dis-lui que je ne veux plus être seule. » La vendeuse hurla et s'enfuit en laissant tomber son plateau brûlant.
On ne la crut pas. Jusqu'à ce que d'autres commencent, eux aussi, à voir des choses. Un groupe de jeunes, voulant prouver leur courage, décida d'aller filmer dans le cimetière pendant la nuit. Ils riaient, brandissant leur téléphone comme des lampes. Mais à l'approche de la tombe nouvelle, leur rire mourut. L'air devint soudain si glacial qu'on voyait leur souffle blanc comme en saison sèche. La caméra trembla lorsqu'une voix s'éleva du sol. « Vous marchez sur mon nom, partez. » Puis, les téléphones s'éteignirent tous en même temps. Les jeunes retrouvèrent leur voix seulement après avoir quitté Koliba en courant, le cœur au bord de l'éclatement. Le lendemain, ils jurèrent qu'ils n'y retourneraient jamais point un soir, un phénomène que personne n'avait vu depuis des générations survint, la lune devint rouge comme un morceau de fer chauffé au foyer. Dans les maisons, les anciens se levèrent d'un bond. La lune du sang, quelqu'un a brisé un pacte ancien. Les tambours cessèrent dans Tunjaba. Même les chiens se turent. La nuit, la terre de Koliba se souleva lentement. Comme si quelque chose ou quelqu'un cherchait à sortir. C'est à ce moment-là que Mariama réapparut. Pas comme un revenant effrayant, mais comme une silhouette lumineuse, flottant entre les tombes. Son visage était apaisé, ses yeux clairs, comme lavés de toute souffrance. Elle se tenait devant la tombe de sa fille, les mains ouvertes, pleines de compassion. « Pourquoi es-tu revenue » murmurèrent les feuilles des arbres. Elle répondit d'une voix douce, que seule la terre semblait entendre. « Je viens reprendre ce qui reste de son âme. » Elle n'est pas née pour se perdre dans l'obscurité. Une lueur chaude se répandit autour d'elle, et même les tombes les plus anciennes semblèrent respirer. La terre s'ouvrit légèrement, et Leïa apparut, couverte de boue, les yeux remplis d'une souffrance qui n'était plus humaine. « Pourquoi es-tu venue ? Tu sais ce que j'ai fait, tu sais tout. » Mariama s'agenouilla devant elle, comme elle le faisait autrefois lorsqu'elle soignait ses genoux écorchés. Le sang peut être trahi. Mais une mère ne renonce jamais. Leïa recula, tremblante. La terre me tient, je ne peux plus revenir. Mariama tendit ses mains, la lumière autour d'elle se fit plus vive, plus chaude. Alors laisse-moi t'accompagner là où tu vas. Je ne t'ai jamais abandonné. Même quand tu m'as vendu, je t'aimais encore. La terre vibra. Une colère sourde monta du sol. La voix de maître Kofi s'éleva, glaciale. Elle est à moi. Ton amour ne peut rien contre un pacte scellé. Un vent noir traversa Koliba, les tombes grincèrent. Leïa tremblait, tiraillée entre la lumière de sa mère et l'ombre du pacte. Mariama posa une main sur sa joue. Tu n'as pas à payer seule pour tes erreurs. Je suis ta mère. Et une mère porte toujours ce que son enfant ne peut plus porter. Un craquement résonna dans la terre. Le pacte s'effritait. Maître Kofi hurla, invisible. Tu n'as pas le droit. Ce qui a été donné appartient à la terre. Mais Mariama releva la tête, ses yeux brillant d'un courage ancien. Je te rends ce qui m'appartient. Prends-moi, mais libère-la. Le sol s'ouvrit sous elle. La lumière qui l'entourait s'éteignit lentement, engloutie. Leïa hurla. Non, maman. Pas encore. Pas pour moi. Mais la décision était prise. En quelques secondes, Mariama disparut dans la fissure. Le vent se calma. La terre se referma. Et la voix de maître Kofi s'évanouit, brisée. Au matin, les habitants trouvèrent une nouvelle tombe. Pas celle de Leïa. Celle de Mariama, parfaitement scellée, comme si elle avait été enterrée la veille. Sur la tombe de Leïa, une fleur blanche, fraîche, avait été déposée. Personne ne l'avait vue pousser là. Leïa, elle, fut retrouvée au pied du cimetière, vivante mais brisée, les yeux rougis d'avoir trop pleuré. Elle raconta tout. Cette fois, personne ne rit. Les anciens lui donnèrent un seul conseil. Quand une mère donne sa vie 2 fois, l'enfant doit en faire quelque chose de juste. Leïa disparut des réseaux, quitta son appartement de luxe, vendit ses vêtements et son entreprise. Elle retourna vivre à Njaba, dans la petite maison en tôle. Chaque matin, on la voyait laver le linge des familles pauvres, comme sa mère jadis, mais avec un sourire empreint de paix. Un jour, un enfant du quartier lui demanda : «
Pourquoi tu laves le linge de tout le monde alors que tu pourrais être riche? Elle répondit simplement. Je lave pour que la mémoire de quelqu'un reste propre. Et la nuit, dans ses rêves, sa mère apparaissait, non plus accusatrice, mais fière.